Né le 26 janvier 1959, Robert Scott Lazar est l'homme qui, dans les années 1980, déclarait avoir travaillé sur des technologies extraterrestres. Il dit avoir été embauché pour étudier un vaisseau spatial alien sur un site secret appelé S4, un endroit lié étroitement à la célèbre zone 51 de l'armée américaine. Et il affirme avoir lu des documents gouvernementaux sur l'interaction des extraterrestres avec les humains depuis des milliers d'années. Toutes ces allégations sont-elles vraies? Eh bien, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo a but purement informatif et dont les sources sont d'ailleurs en description. Bob Lazar. Bob Lazar est presque l'un des catalyseurs de la frénésie de théories conspirationnistes déclenchées autour de la zone 51. Ces histoires ont fait parler d'elle et ont alimenté ces théories, mais beaucoup de gens doutent de ses dires. Certains pensent qu'il a tout inventé. En plus, il s'agit d'un homme qui a eu des problèmes avec la justice. Il a été condamné en 1990 pour être impliqué dans une histoire de prostitution. Puis encore en 2006 pour la vente de produits chimiques illégaux. Un journaliste, Ken Lane, a même dit que beaucoup de gens sérieux ont examiné son histoire et ont conclu qu'il avait menti. Pour les révélations faites par Lazar, il fallait quelqu'un de clean, dont la crédibilité n'a pas pris de coup et qui se compte parmi les têtes influentes, mais Lazar remplit-il ce minimum de critères avant de revenir sur les révélations proprement dites? Découvrons le personnage. Lazar a terminé ses études secondaires plus tard que la plupart, se classant dans le dernier tiers de sa classe. Son seul cours de sciences était en chimie. Plus tard, il a fréquenté le Pierce Junior College de Los Angeles. Il affirme avoir obtenu des diplômes en physique du Massachusetts Institute of Technology, communément connu sous l'acronyme MIT, et en électronique du California Institute of Technology, Caltech. Mais aucune de ces deux universités ne trouve de traces de lui. Des scientifiques comme Stanton T. Friedman et Donald R. Protero ont déclaré à raison que ni le MIT ni Caltech n'auraient accepté les résultats scolaires de Lazar. De plus, Lazar ne peut pas fournir les noms de ses professeurs ou de ses camarades de classe au MIT et à Caltech. En fait, l'un des professeurs que Lazar a mentionné, William Duxler, enseignait au Pierce Junior College et n'avait jamais travaillé à Caltech. Friedman a même montré que notre cher Lazar était à Pierce exactement au moment où il prétendait ou était censé être au MIT. Il y a déjà du doute concernant ses études universitaires. Un physicien. En 1982, Lazar aurait travaillé comme physicien au Mason Physics Facility de Los Alamos. Cette affirmation a été reprise par un journaliste local lorsqu'il a été interviewé sur son intérêt pour les voitures à réaction en 1982, ce qui a conduit certains médias à le qualifier de manière dérisoire de physicien. Cependant, une enquête sur son poste à l'installation a révélé qu'il était en fait technicien pour une société sous-traitante, et non pas physicien ni employé direct de Los Alamos. Le laboratoire n'a donc aucun dossier sur Lazar, le qualifiant d'acteur plutôt mineur. Le Smithsonian et plusieurs médias ont déclaré que son titre de physicien était auto-attribué. Depuis 1989, Lazar est devenu célèbre en tant que théoricien de la conspiration de la zone 51. En mai de cette année-là, il est apparu dans une interview avec le journaliste d'investigation George Knapp sur la chaîne de télévision KLAS de Las Vegas, sous le pseudonyme de Dennis et le visage caché. Il a discuté de son emploi à S4, une installation qu'il dit existait près de la base aérienne de Nellis, connue sous le nom de Zone 51. À Groom Lake, il a décrit des hangars d'aviation camouflés construits sur le flanc de la montagne. Il avait dit avoir été impliqué dans la rétro-ingénierie d'une des 9 soucoupes volantes d'origine extraterrestre qu'il y avoir vu. Il a même nommé l'une des soucoupes volantes Sport Model, affirmant qu'elle était fabriquée à partir d'un métal ressemblant au titane liquide. Dans une interview ultérieure, Lazar est apparu à visage découvert et sous son vrai nom. Il a affirmé que son processus d'embauche pour travailler à l'installation avait été avec l'entrepreneur UJNG et que la marine américaine était son employeur. Cependant, UJNG a nié avoir des dossiers sur lui, et l'emploi qu'il avait dans une filiale de la base aérienne de Nellis a été discrédité par les sceptiques et par l'armée de l'air américaine. Il a déclaré que le véhicule qu'il a étudié fonctionnait grâce à un réacteur à antimatière et était alimenté par un élément chimique de numéro atomique 115 qui était alors connu sous le nom provisoire d'ununpentium. À l'époque, cet élément n'avait pas encore été créé artificiellement puisqu'il sera synthétisé pour la première fois en 2003 et a été nommé moscovium. Lazar a mentionné que le système de propulsion reposait sur un isotope stable de l'E115, produisant une onde de gravité qui permettait au véhicule de voler et de se rendre invisible en courbant la lumière autour de lui. Cependant, aucun isotope stable du moscovium n'avait encore été synthétisé. Tous les isotopes créés se sont révélés extrêmement radioactifs, se désintégrant en quelques centaines de millisecondes. Lazar a affirmé que le vaisseau avait été démonté et que le réacteur qu'il avait étudié était surmonté d'une sphère émettant un champ de force capable de repousser la chair humaine. Il a expliqué que le vaisseau était divisé en 2 niveaux principaux. Le réacteur était placé au centre du niveau supérieur, avec une antenne s'étendant jusqu'au sommet, entourée de 3 amplificateurs de gravité.
Ces amplificateurs étaient connectés à des émetteurs de gravité situés au niveau inférieur, capables de pivoter de 180 degrés pour émettre un faisceau de gravité ou une onde antigravité. Le vaisseau se déplacerait alors ventre en premier dans ce champ de distorsion. Des connaissances d'initiés. Il faut dire que pour un imposteur, Bob Lazar avait quand même des informations et connaissances rares. Est-il donc vraiment l'imposteur qu'on nous fait croire? Il affirme que lorsqu'il a rejoint le programme, il a lu des documents décrivant l'histoire de la Terre au cours des 10 000 dernières années, impliquant des rencontres avec des êtres extraterrestres provenant d'une planète en orbite autour du système d'étoiles binaires jumelles Zeta Reticuli. Cependant, jusqu'en septembre 2019, aucune planète extrasolaire n'avait été découverte dans le système Zeta Reticuli. De plus, ce système est considéré comme trop jeune, avec un âge moyen de 1,5 à 3 milliards d'années, alors que la vie complexe sur Terre a pris beaucoup plus de temps pour se développer. Si vous n'avez pas encore vu notre vidéo sur l'enlèvement de Barney et Betty Hills, je vous le conseille vivement. Des explications sur la signification et le rôle de Zeta Reticuli s'y trouvent. En 1989, Lazar a déclaré que les sièges de la soucoupe qu'il avait vus étaient de la taille d'un enfant et qu'il avait vu des cadavres d'extraterrestres de taille similaire. Il a également dit avoir aperçu ce qu'il pensait être deux hommes en blouse de laboratoire parlant à quelque chose de petit avec de longs bras. Cependant, des décennies plus tard, il a révisé cette déclaration, expliquant qu'il ne pensait pas avoir vu un extraterrestre, mais plutôt une poupée utilisée comme référence pour la taille des extraterrestres. Pour sa défense, Lazar déclare que ses dossiers d'emploi et d'éducation ont été effacés, mais des sceptiques comme Donald R. Protero, Stanton T. Friedman et Timothy D. Callahan estiment que cette affirmation n'est pas plausible. Son histoire a évidemment suscité une grande attention médiatique, généré beaucoup de débats et a divisé les opinions entre partisans et détracteurs. Cependant, malgré ces affirmations, Lazar n'a jamais présenté de preuves tangibles de l'existence de vie ou de technologie extraterrestre. En 2017, le FBI et la police locale ont perquisitionné son lieu de travail. Il affirme que cela visait à récupérer l'élément 115, qu'il aurait pris dans un laboratoire gouvernemental. Cependant, des documents obtenus grâce à une demande de liberté d'information ont révélé que cette descente faisait en réalité partie d'une enquête sur un meurtre, cherchant à déterminer si son entreprise avait vendu du thallium à un suspect de meurtre dans le Michigan. En effet, il est important de noter que Lazar n'était pas cité comme suspect dans cette enquête. Le véritable élément 115 a-t-il un lien avec les ovnis? L'élément 115 apparaît comme une sorte d'énigme. Il n'a été officiellement ajouté au tableau périodique qu'en 2016, mais son lien supposé avec une technologie extraterrestre et les formes de vie extraterrestres a attiré l'attention depuis bien plus longtemps. Et vous savez désormais bien par qui, mais qu'est-ce que l'élément 115, également appelé moscovium? Selon Jacqueline Gates, scientifique au sein du groupe des éléments lourds de la division des sciences nucléaires du laboratoire de Berkeley en Californie, il s'agit d'un élément super lourd fabriqué par l'homme avec un noyau contenant 115 protons. Comme pour tous les éléments du tableau périodique, le numéro de l'élément correspond au nombre de protons dans son noyau atomique. Cela signifie que l'élément 115 possède 23 protons de plus que l'élément le plus lourd couramment trouvé sur Terre, l'uranium. M. Gates souligne que l'élément 115 est extrêmement rare et est fabriqué un atome à la fois dans des accélérateurs de particules. Il ne dure que quelques fractions de secondes avant de se désintégrer en un autre élément. Cependant, ce qui rend cet élément spécial, c'est qu'il se trouve près d'un îlot de stabilité prédit où certains noyaux super lourds pourraient avoir des durées de vie beaucoup plus longues. Cela signifie qu'il pourrait exister pendant des minutes, des jours, voire des années, ce qui ouvrirait des possibilités d'application pratiques. Quant à savoir s'il y a un lien entre l'élément 115 et les ovnis, cela reste largement spéculatif et non prouvé. Les revendications de Bob Lazar n'ont pas été étayées par des recherches indépendantes ou des données scientifiques vérifiables. De plus, il n'y a pas de preuves empiriques établissant un lien entre cet élément chimique et les observations d'objets volants non identifiés. Ce qui nous amène à revenir sur les critiques faites à l'endroit de Bob Lazar. Les critiques à l'endroit de Bob Lazar. Les allégations de Sieur Lazar concernant son travail supposé sur des technologies extraterrestres dans la zone 51 ont été l'objet de nombreux débats et doutes depuis qu'il est apparu pour la première fois dans une série d'interviews en 1989. Bien que certains incruent à l'histoire de Lazar et que certaines personnes le considèrent comme un lanceur d'alerte crédible et courageux, la plupart sont restés sceptiques et ils remettent en question la véracité de ses affirmations pour diverses raisons. David L. Morgan, docteur en physique, a examiné les affirmations de Lazar et a contesté la plupart des affirmations scientifiques qu'il contient, notamment l'utilisation de l'ununpentium comme carburant. Morgan a écrit « Après avoir lu les déclarations de Bob Lazar sur les aspects physiques du système de propulsion de son ovni de la zone 51, ma conclusion est la suivante, Monsieur Lazar présente un scénario qui, s'il était correct,
violerait tout un ensemble de théories communément admises. Cela ne veut pas forcément dire que c'est impossible, mais la manière dont Lazar présente ses points est troublante d'un point de vue scientifique. Il démontre à plusieurs reprises un manque évident de compréhension de la physique. Cette analyse a en effet mis en évidence les doutes exprimés par certains experts quant à la validité scientifique des affirmations de Lazar. Voici encore quelques-uns des principaux points de scepticisme soulevés par les critiques. Premièrement, le manque de preuves tangibles. Malgré ses affirmations sensationnelles, Bob Lazar n'a fourni que peu ou pas de preuves tangibles pour étayer ses dires. Il n'a pas présenté de documents officiels, de photographies ou de vidéos corroborant ses déclarations sur son travail à la zone 51. Certains sceptiques estiment que s'il avait vraiment travaillé sur des projets aussi sensibles, il aurait été en mesure de fournir des preuves plus convaincantes de son emploi et de ses activités, comme le font d'ailleurs les grands lanceurs d'alerte. Deuxièmement, les incohérences dans son récit. Au fil des ans, le récit de Bob Lazar sur son expérience à la zone 51 a varié sur certains points, ce qui a suscité des doutes quant à sa crédibilité. Des détails tels que le nombre exact de jours qu'il aurait travaillé à la base et les noms des personnes avec lesquelles il aurait collaboré ont été inconsistants dans différentes interviews. Ces incohérences ont conduit certains à remettre en question la fiabilité de sa mémoire et la cohérence de son histoire. Troisièmement, l'absence de corroboration indépendante. Aucun de ses collègues supposés à la zone 51 n'a confirmé publiquement ces allégations. Malgré les efforts pour retrouver d'autres employés ou sous-traitants qui auraient travaillé sur des projets similaires, aucune corroboration indépendante n'a été apportée à ces affirmations. Cette absence de témoignages de tiers renforce les doutes sur la véracité de ces déclarations. Quatrièmement, son historique controversé. Certains critiques s'appuient sur le passé controversé de Bob Lazar avant les révélations sur la zone 51. Certains sceptiques utilisent l'épisode de son arrestation pour remettre en question sa crédibilité et sa moralité, suggérant qu'il pourrait avoir des motivations douteuses pour faire des affirmations sensationnelles. Cinquièmement, le manque de qualifications scientifiques vérifiables. Bien que Bob Lazar affirme avoir des diplômes en physique et en ingénierie, certains doutes ont été exprimés quant à la véracité de ses qualifications, comme on l'a évoqué dans la vidéo. En résumé, les affirmations de Bob Lazar concernant son travail sur des technologies extraterrestres à la zone 51 sont largement discutées et débattues depuis des décennies. Bien qu'il ait ses partisans convaincus, de nombreux sceptiques soulèvent des doutes légitimes quant à la fiabilité et à la véracité de ses déclarations en raison du manque de preuves tangibles. Des incohérences dans son récit, du manque de corroboration indépendante, de son historique controversé et du flou entourant ses qualifications scientifiques. Toutefois, il semble que Jeremy Corbell ait découvert un témoin qui pourrait corroborer les déclarations de Bob Lazar. Ce témoin, le docteur Robert Krangel, physicien et contractant externe à Los Alamos, aurait été retrouvé grâce à un logiciel automatique, un bot conçu pour rechercher des mots-clés spécifiques de manière plus précise qu'un moteur de recherche classique. Cette méthode a permis à Corbell de repérer une conversation sur Facebook où Robert Krangel discutait de Bob Lazar. Après avoir été contacté par Corbell, Krangel aurait accepté de confirmer publiquement la présence de Lazar à Los Alamos. Cependant, il est important de noter que le témoignage d'un seul individu ne suffit pas à prouver la validité des affirmations de Lazar, mais d'abord, qui est Jeremy Corbell ? Jeremy Kenyon Lockyer. Corbell est un artiste, cinéaste et ufologue américain basé à Los Angeles en Californie. Il s'est d'abord fait connaître en tant qu'artiste visuel, mais à la fin des années 2010, il est devenu une figure importante de la communauté OVNI. Corbell produit des films documentaires et des podcasts sur le sujet. Il est notamment à l'origine d'une série de vidéos divulguées mettant en scène des rencontres entre des OVNI et l'armée américaine. Il a obtenu son diplôme de la Harvard Westlake High School en 1995, puis est entré à l'Université de Californie à Santa Cruz où il a obtenu une licence en art. Il a déclaré « J'ai vu des vidéos de l'armée américaine essayant d'abattre des ovnis ». Jeremy Corbell affirme que l'armée possède des images de tentatives d'abattage d'ovnis. Ces vidéos ont suscité beaucoup d'attention lorsque l'une a été divulguée lors d'une audition historique organisée par le Congrès. Corbell a déclaré au quotidien The US Sun que les États-Unis et la Russie ont régulièrement tiré sur des ovnis avec une fréquence accrue. Il affirme même avoir vu des vidéos de ces combats aériens et s'est engagé à témoigner devant le Congrès pour contribuer à lever le secret et la stigmatisation entourant les ovnis, le passant de la marginalité au courant dominant. Il déclarait lors de l'émission The Unexplained with Howard Hughes. Je vais vous dire Howard, et c'est un fait. J'ai vu les registres, j'ai vu les vidéos. Nous avons régulièrement tenté d'abattre des ovnis.
Pas plus tard que vendredi dernier, cela se produit toutes les semaines, voire tous les jours. Il faut comprendre que nous protégeons des troupes au sol dans certaines régions du monde. Corbell, connu pour avoir réalisé le documentaire Bob Lazar Area 51 Flying Saucers, a affirmé que les objets non identifiés s'approchent des troupes militaires et que l'armée américaine leur tire dessus. Lorsqu'on lui a demandé si les ovnis avaient riposté, Corbell a répondu qu'il n'y avait pas eu d'action agressive manifeste envers nous. Il a expliqué qu'il s'agissait plutôt d'une observation, précisant que ces objets sont bien plus avancés que tout ce que nous possédons et qu'ils sont capables de manœuvres supérieures. Selon Corbell, l'armée de l'air engage ces objets chaque semaine avec des armes et il prétend pouvoir le prouver. Il a également proposé de témoigner lors des auditions du Congrès pour présenter des preuves aux législateurs. Et dans ce sillage, il a salué les efforts des membres du Congrès, les qualifiant de champions et de héros pour avoir fait progresser la question des ovnis à Washington. Certains ont salué cette audition comme un premier pas important vers la divulgation, mais d'autres craignent qu'elle ne soit qu'une source de dissimulation supplémentaire. La deuxième session de l'audition organisée par le Congrès a été une séance d'information classifiée, dont le contenu reste inconnu. De nombreuses questions ont été renvoyées à une séance à huis clos, alimentant ainsi les interrogations sur ce qui est caché au public. En mai 2021, Jeremy Corbell et le journaliste d'investigation George Knapp avaient obtenu et publié une série de rapports classifiés jusqu'alors inédits, ainsi que des preuves visuelles d'ovnis corroborées par le Pentagone. Ces preuves comprenaient des vidéos radars de la marine, des vidéos d'imagerie thermique et des vidéos du pont du Cuirassé, montrant un essaim d'ovnis tournoyant au-dessus en juillet 2019. Parallèlement, le US Sun a révélé un autre témoin ayant vu un ovni de 40 pieds planer au-dessus du pont du porte-avions USS Ronald Reagan. Ces révélations surviennent alors que de nombreux anciens militaires et responsables du renseignement se manifestent pour ouvrir le débat sur les ovnis. Revenons maintenant sur ce que le docteur Robert Krangel révèle. Les ex-collègues de Bob Lazar le considèrent comme un traître. Robert Krangel, en plaisantant sur Bob Lazar, a souligné leur similitude en tant que physicien, en parlant des stylos colorés qui dépassèrent de leur chemise. Il a mentionné leur participation aux réunions de sécurité habituelles, où la confidentialité est strictement exigée concernant les activités à Fort Alamos. En tant que contractant externe, Krangel a stipulé qu'il ne peut pas préciser les fonctions précises de Lazar dans le laboratoire. Mais il souligne que Lazar semblait bien informé de ses propres activités. Krangel a affirmé ne pas être surpris que personne ne se soit manifesté pour confirmer les affirmations de Bob Lazar. Il a noté que dans leur milieu professionnel, le silence est préféré, et à juste titre, Lazar est perçu depuis comme un traître pour avoir rompu cette loi du silence, enfin pour ceux qui veulent admettre qu'il a travaillé comme physicien. Krangel, qui continue de travailler occasionnellement avec le laboratoire de Los Alamos, affirme ne pas craindre de parler, car ses revenus ne dépendent plus principalement de ce laboratoire national. Est-ce à cause de l'argent que vous gardez le silence? On pensait que vous parliez d'un code d'honneur. Après ces déclarations, certains ont vu une sortie favorable pour Lazar, mais plusieurs ont vite associé Krangel à Lazar dans sa combine. Et effectivement, l'authenticité du CV Krangel reste à vérifier. Lui qui revendique un diplôme du MIT et le dépôt de plus de 50 brevets de haute technologie au cours de sa carrière de 40 ans. Une vérité enfouie. Un article du New York Times de 2020 sur le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés a ravivé l'intérêt mondial pour les ovnis. En effet, une annonce a été faite selon laquelle ce groupe, initialement supposé dissous, est toujours actif sous les auspices de l'Office of Naval Intelligence. Il va sans dire que l'annonce a été une surprise pour beaucoup, notamment chez les amateurs du sujet qui y ont vu un effort du gouvernement de dissimuler des vérités au public. Luis Elizondo, ancien directeur de la Task Force jusqu'à démission en 2017, a suggéré que des objets d'origine inconnue avaient été récupérés pour être étudiés par le Pentagone. Cela a de fait jeté une lumière nouvelle sur le sujet. Et ce que cette révélation implique pour certains, c'est que potentiellement, les affirmations de Bob Lazar et surtout de Jeremy Corbell sur d'éventuels échanges entre l'armée de l'air américaine et des ovnis sont à reconsidérer et à ne pas prendre pour un canular. La validité des récits comme celui de Lazar ont toujours été réfutés par les officiels et spécialistes. Mais la donne pourrait-elle changer? Certains, dont le cinéaste Jeremy Corbell, soutiennent la sincérité de Lazar. Les documentaires de Corbell ajoutent à la discussion, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer davantage de transparence. La question de savoir si le gouvernement mène secrètement des activités de rétro-ingénierie sur des soucoupes volantes ou si ces récits sont des tentatives de notoriété est au cœur du débat. Il semble que la vérité soit toujours hors de portée, malgré les progrès récents. Le témoignage de Bob Lazar, tout aussi intrigant et difficile à vérifier qu'il l'était il y a 3 décennies, continue de diviser les opinions et de susciter l'intérêt. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? N'hésitez pas à rejoindre la discussion dans les commentaires. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à liker la vidéo et surtout à vous abonner à notre chaîne.